Salut à tous. Donc bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau cours de montage vidéo. Donc c'est le premier cours que je donne pour les classes qui ont cette matière, donc montage vidéo. Alors sur le logiciel Adobe Premiere pour ma part. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, on va faire une introduction au montage en général. Donc il n'y aura pas d'interface logicielle, mais ça permettra en tout cas que ce soit mes étudiants comme toujours ou bien aux gens d'ailleurs de voir un petit peu les bases et les notions de base, on va dire, du montage vidéo. D'autres vidéos viendront avec l'interface du logiciel et peut-être même plus. Donc, comme je disais, on va faire une introduction au montage en général. On commence par le premier slide. Alors, définition. Alors, le montage consiste à choisir les meilleurs plans ou les meilleurs éléments du tournage, puis les rassembler ou bien les monter dans un ordre cohérent. Ceci dans le but d'aboutir à un film, documentaire, fiction ou reportage, présentable au spectateur. Donc ça, c'est la définition Wikipédia. Et en fait, elle est totalement correcte. Donc, en gros, le montage consiste normalement, on filme. Avant le montage, on filme plusieurs plans, plusieurs scènes, que ce soit à l'extérieur ou n'importe où, avec une caméra bien sûr, ou en 3D. Donc, comme j'ai des classes en cinéma d'animation 3D, ça serait de créer des scènes entièrement en 3D pour les monter après. Donc, et après, on va essayer de prendre le plus intéressant. Et qui dit intéressant, il dit respect on va dire, de la note d'intention, du synopsis, de l'esprit que le réalisateur veut, on va dire, exprimer à travers le film ou le documentaire ou le reportage. Donc, c'est pas juste faire un montage, comment on dit, bout à bout, mettre les vidéos bout à bout ou les plans bout à bout. Au contraire, il faut que ça soit réfléchi en respectant certaines règles dont peut-être on va en parler après. Donc voilà, ça c'est la définition. Au niveau de l'histoire du montage, donc je préfère toujours commencer avec, on va dire, le minimum du minimum. Donc là, on va dire que c'est le cas. Alors, le premier montage est initié par un certain Georges Méliès. Donc Georges Méliès, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y. C'est le premier qui a réalisé des films avec ce qu'on peut appeler maintenant les débuts des effets spéciaux en utilisant juste ce qu'on appelle des jump cuts. Par exemple, on voit dans un film, on voit un magicien qui va faire disparaître un personnage et en fait, ils avaient utilisé juste, ils ont coupé le moment où le personnage qui est censé disparaître marche et sort du cadre et on a remis le bout. Donc on voyait le magicien en train de faire sa magie envers le personnage et pouf, entre deux images, il n'y a plus de personnages. Donc là, ils ont juste fait un montage. Donc tout le monde peut faire maintenant avec le logiciel Adobe Premiere. Hein. Mais à l'époque, c'était déjà extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de logiciel. Tout était fait à la main. Il n'y avait pas de PC, d'ordinateur, etc. Donc c'est bien avant la Première Guerre mondiale. Alors, en tout cas, au début du siècle dernier, pour être sûr, pour ne pas faire d'erreur maintenant, parce que j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Donc, et les premiers cuts avec raccord de mouvement étaient réalisés par certains David Griffith en 1915 et le russe Lev Kuleshov à partir de 1920. Okay. Et là, ce que vous voyez à côté, c'est une table de montage. Donc, sur la photo qui se trouve vers la droite, c'est une table de montage, donc avec des pellicules de films photochimiques. Donc, les anciennes pellicules, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui n'ont pas vécu que pendant la période numérique, avant, il y avait des pellicules. Donc, on pouvait voir ce qu'il y a sur la pellicule, sur l'écran que vous voyez au centre. Et d'ailleurs, le montage, ça se faisait avec un ciseau et avec du scotch, plus ou moins, quoi. Donc, voilà, ça, c'est une ancienne table de montage. Maintenant, il y a, parmi les logiciels qui existent, il y en a plusieurs. Alors, ceux que moi j'apprends à mes étudiants, c'est Adobe Premiere. D'accord. On a aussi d'autres classes qui apprennent Apple Final Cut. D'accord. Et avec d'autres enseignants. Donc voilà, ça c'est l'interface, d'une ancienne version d'Adobe Premiere, mais de toute façon ça va peut-être changer avec la dernière version, mais c'est juste les boutons, on va dire plutôt l'aspect visuel, avec quelques fonctionnalités en plus bien sûr. Donc là c'est le logiciel Adobe Premiere, donc
qu'on a utilisé pour faire pas mal de montage. Alors ne croyez pas que c'est un logiciel qui est très moyen ou un entrée de gamme. Au contraire, il y en a plein d'autres logiciels qui sont entrée de gamme. Mais celui-là, comme par exemple Movie Maker de Windows, mais là Adobe Premiere ou Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel qui est assez puissant. Donc il a été utilisé dans pas mal de films. Par exemple là, j'ai cherché, donc il a été utilisé sur certains films comme le fameux film qui parle de l'histoire de Facebook, de Superman, de Monsters. Alors là, bien sûr, moi je ne pense pas que ça a été utilisé sur toutes les tâches du film, mais en tout cas, il a été utilisé d'après les sites officiels, bien sûr. Sinon, il y a le logiciel Avid, d'accord? Donc, Avid Media Composer. Avid, c'est une grosse société on va dire, elle concurrence Adobe et Apple Final Cut au niveau des logiciels de montage et de mixage son principalement. Donc c'est la société qui a Pro Tools par exemple, le fameux logiciel son. Donc lui, c'est un logiciel qui est beaucoup plus utilisé surtout dans on va dire les grosses entreprises ou les grosses chaînes de télé. Il peut être utilisé avec une station, donc une machine on va dire qu'on branche sur le PC pour avoir beaucoup plus de puissance, d'accord? Donc ça c'est l'interface. Et il a été utilisé aussi, donc que ce soit dans le film Superman, Transformers, Black Swan, vous voyez. Donc on va dire que c'est le logiciel le plus professionnel des logiciels professionnels, mais qu'on peut trouver aussi ici ou bien sur Internet, bien sûr. Il existe, entre parenthèses, les deux logiciels précédents, ils existent sur Windows et sur macOS. D'accord, donc sur WinOS et sur macOS. Le dernier logiciel qui est Final Cut Pro, qui appartient à Apple, donc Premiere appartient à Adobe, Media Composer donc à Avid, donc on l'appelle Avid en général, et Final Cut appartient à Apple. D'accord, donc Apple, c'est l'interface, c'est ça, c'est Final Cut X. Ok, et ça c'est quelques films qui ont été montés dessus. Alors bien sûr il y a beaucoup plus de choses qui sont faites avec. Alors c'est un logiciel qui est vendu sur les Mac en général, donc il a été l'un des logiciels les plus utilisés à une certaine époque jusqu'à maintenant en fait, tout simplement parce que avant il y avait Avid qui était utilisé avec des stations, donc on pouvait pas l'utiliser tout seul, et l'un des premiers logiciels qui était capable de fournir autant de puissance et de possibilités, c'était Final Cut sur Mac. Donc à un certain moment où il n'y avait pas vraiment de concurrent. Et jusqu'à maintenant, c'est le cas. Il y a Adobe Premiere qui commence à rattraper son retard depuis 3 ou 4 versions maintenant. Mais historiquement, Final Cut reste l'un des logiciels plus utilisés. Malheureusement, il n'existe que sur Mac. Donc si vous avez Windows, on ne peut pas l'utiliser tout simplement. Il faudra peut-être, pour ça que moi je préfère travailler avec Adobe Premiere qui permet d'être libre en termes de choix de système d'exploitation. Tout simplement, c'est juste question pratique. D'accord ? Il y a d'autres logiciels comme Sony Vegas, hein, et comme aussi Autodesk Smoke. Donc Autodesk, c'est eux qui normalement distribuent des logiciels de 3D comme Maya, 3ds Max, Softimage ou par exemple Autodesk Inferno et plein d'autres logiciels en fait. Et parmi ces logiciels-là, il y a Autodesk Smoke qui existe que sur Mac. Donc c'est une société qui a été rachetée par Autodesk et qui du coup maintenant ils développent un logiciel qui existe sur Mac uniquement, qui permet de faire que ce soit du montage ou de l'editing comme on appelle ça, ou bien du compositing. Ok, donc je viens de dire le mot editing. Alors en fait, le mot editing, ça veut dire montage en anglais. D'accord, donc video editing, c'est montage vidéo. Donc le montage est en audiovisuel, l'action d'assembler bout à bout plusieurs plans pour former des séquences qui formeront à leur tour un film. Voilà, donc on a déjà parlé, là c'est un résumé de la description. Le terme non linéaire, donc ça c'est juste les termes de base, donc non linéaire, donc comme Adobe Premiere, le montage non linéaire nous permet de placer, de remplacer et déplacer la vidéo n'importe où dans le montage final. Nous pouvons aussi ajuster n'importe quelle vidéo, n'importe quand. Donc en fait, avant quand on enregistrait avec des bandes, donc comme on voit sur l'image qui est en bas, en fait on va faire un montage sur une troisième cassette. Basiquement on a deux cassettes où il y a
a 2 vidéos et on va faire un montage des 2 cassettes sur une troisième. Donc on enregistre, on joue la première cassette et on enregistre. Après, on passe à la deuxième cassette qui joue en même temps. Après, on revient à la première cassette et sur la troisième, on essaie de faire notre montage. Donc ça, c'est un montage qui se fait d'une façon linéaire. Maintenant, le problème, c'est que si on veut revenir en arrière et corriger ou bien enlever ou bien supprimer un plan qu'on veut plus, bah, va falloir réenregistrer tout ce qu'on a fait depuis le départ. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc, et là, c'est le mode linéaire. Dans le mode non linéaire, donc qui se fait sur les logiciels, ça c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on peut tout simplement sélectionner les éléments qu'on a montés avec un clic de souris, les déplacer vers la fin de la vidéo ou déplacer un petit peu de quelques secondes ou de quelques minutes et mettre dans l'espace qu'on a créé une autre vidéo. Donc ça nous permet de corriger, de supprimer quand on veut sans aucun problème. Donc imaginez bien à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, c'était très difficile. Et maintenant, avec le numérique, on peut s'amuser à le faire comme on veut. Il n'y a aucun souci. Donc Adobe Premiere peut supporter n'importe quel format de vidéo numérique. Donc il y a le MPEG, le MOV, le AVI et l'MP4. Ok, donc ça c'est des formats vidéo de base. Sinon pour le son, on a le WAV et le MP3. Et d'autres aussi. Donc j'ai mis des points pour dire tout simplement qu'il y a d'autres formats. Et aussi le format JPEG. Là, j'ai juste mis les formats les plus utilisés, on va dire. Et franchement, il utilise beaucoup de formats. Il y a même les formats MTS de Sony, etc. Donc des caméras Sony, je veux dire, etc. Donc il est vraiment très large en termes de choix. Et plus les versions s'ajoutent ou bien plus on fait de mise à jour, plus on peut supporter de nouveaux formats. Ok? Donc pour le format Move, là j'essaie de parler des formats Move, donc des formats de base. Alors le format Move qui est très utilisé et que je conseille souvent, donc contient une ou plusieurs pistes. Chacune comporte un type de données particulier, donc audio, vidéo, effet ou même texte. Donc on peut même rajouter du sous-titre par exemple. Et chaque piste contient une piste média, soit le stream codé uniquement, avec le codec tel Cinepack, Sorenson, etc., ou une référence à un média situé dans un autre fichier ou sur un réseau. Donc voilà, le Move, il a été développé par Apple et ça permet ou d'avoir la vidéo dans le même fichier ou bien le streamer, ça veut dire le récupérer d'Internet ou d'ailleurs. Okay. Et le H264, je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas le H264, pourtant on l'utilise tout le temps. Donc le nom H264 provient de la famille de normes vidéo H260X. D'accord, donc il y a maintenant d'ailleurs la dernière version qui vient de sortir, on commence à voir des vidéos codées en H265. Donc maintenant nous sommes en 2015. Donc ce codec a été développé dans le cadre du MPEG. Okay. Le MPEG c'est le format qui est utilisé pour les DVD, etc. Et donc le codec H264 AVC est donc adapté à une très grande variété de réseaux et de systèmes. Par exemple pour la diffusion de la télévision, le stockage HD-DVD qui a disparu on va dire et qui est maintenant remplacé par le Blu-ray. Et le streaming. Alors, ça pour dire que par exemple, pour ceux qui ont un récepteur numérique HD, vous recevez les chaînes en H264. Il est compressé en H264. Ceux qui regardent YouTube, pareil, c'est la même chose. Et si vous avez un iPhone et vous voulez filmer une vidéo avec, en fait, elle est compressée en H264. Comprenez, donc il a remplacé un peu le DivX qui à l'époque était le format le plus utilisé. Maintenant la plupart des films qu'on peut voir sur internet ou bien qu'on peut récupérer d'internet dont la taille est très légère, donc qui prennent pas beaucoup d'espace, en fait elles sont compressées avec le H264. Le H265, c'est une version améliorée, donc on verra de plus en plus après, mais c'est une meilleure qualité avec moins d'espace, donc ça sera, on va dire, l'avenir. C'est sorti surtout pour le streaming du 4K, par exemple, qui est une résolution supérieure à la HD, ou bien la Full HD 3D. Voilà, donc c'est des nouveaux formats qui vont sortir, mais dans les prochaines années, parce que maintenant, c'est un petit peu, on est juste au début. Mais on peut trouver des vidéos compressées en H265. Donc le H264 AVC, qui terme technique MP4 par 10, donc comprend de nombreuses techniques nouvelles qui lui permettent de compresser beaucoup plus efficacement les vidéos que les normes précédentes. Donc H261, MPEG 1. MPEG 1, c'est ce qu'on utilisait avec ce qu'on appelait à l'époque le VCD, pour ceux qui connaissent. Il y a une dizaine d'années, il y a le MPEG 2 qui est utilisé par les DVD, d'accord, et le MPEG 4 qui, alors le Blu-ray, en général, on utilise le MPEG 4 si j'ai bonne mémoire.
Donc voilà, le MP4 ou le MP4, ceux qui entendent le MP4, voilà. Donc c'est tout ça, c'est des formats très très proches qui sont créés pour le besoin des marchés, tout simplement. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ou d'ici 20 ans, il y aura le H300 AVC par exemple. Donc il faut juste, on n'est pas obligé de connaître tout ça. De toute façon, les logiciels comme Adobe Premiere s'adaptent pour être compatibles avec ces formats-là sans aucun souci. Alors le MPEG, on parle depuis tout à l'heure de MPEG. En fait, MPEG, c'est Moving Picture Experts Group. D'accord? Donc ce groupe d'experts est chargé du développement de normes internationales pour la compression, la décompression, le traitement et le codage de la vidéo, de l'audio et de leurs combinaisons, de façon à satisfaire une large gamme d'applications. En gros, c'est des experts, des ingénieurs, des développeurs, des programmeurs, des gens spécialisés qui... Leur travail, c'est d'essayer de trouver des formats que tout le monde peut utiliser et qui s'adaptent aux besoins du marché. Donc, depuis le début, donc ils ont créé le MPEG 1, donc première norme audio et vidéo, utilisée plus tard pour les vidéos CD, donc les VCD. Ce format offre une résolution à l'écran de 352-240 pixels à 30 images par seconde, donc c'est beaucoup moins que ce qu'on connaît maintenant qui est la HD. D'accord? Et un débit d'environ 1,5 mégabits par seconde. D'accord? Donc, juste pour comprendre, le DVD maintenant, c'est à peu près vers les 6 mégabits, 8 mégabits, on va dire. Et le Blu-ray, c'est beaucoup plus. Ça va jusqu'à 20 ou 15. Donc, de 1,5 à 15, c'est 10 fois plus. Donc, du VCD au Blu-ray, la qualité est meilleure. Donc, elle comprend le populaire format audio MPEG 1 partie 3 qu'on appelle le MP3. Vous voyez, donc le MP3 c'est très très vieux depuis l'époque. Il n'y a pas une version MP 3,5, etc. Le MP4 c'est une combinaison vidéo-audio, vous voyez. Donc voilà, donc le MP3 qui est extrait du MPEG 1. Le MPEG 2, donc maintenant, norme applicable au codage de l'audio et la vidéo, ainsi que leur transport pour la télévision numérique par satellite, télévision numérique par câble, et le TNT, télévision numérique terrestre, et avec quelques restrictions donc, pour les vidéodisques DVD ou SVCD. Les SVCD sont sortis après les VCD. Donc c'est notamment le format utilisé jusqu'à présent pour la télé sur ADSL. Les débits habituels sont de 2 à 6 mégabits pour la résolution standard. Donc si vous avez une connexion Internet, c'est l'équivalent d'une connexion Internet de 2 à 6. Hein. Et maintenant qu'on a 4 mégas par seconde minimum, par exemple ici dans notre pays au Maroc, et ben, en fait ça marche très très bien pour avoir des films des chaînes en streaming carrément qui deviennent de plus en plus populaires maintenant que j'en parle depuis quelques mois. Donc, et de 15 à 20 mégas pour les hautes résolutions HD. Ok, donc là, dans l'avenir, quand les connexions où le débit sera minimum 20 ou 30 ou 40, qui va pas forcément tarder, comme on voit dans des pays développés comme les États-Unis ou le Japon par exemple, où les connexions dépassent, ou même en France les connexions dépassent largement ça. Bah, quand ça va devenir un truc vraiment démocratisé, ça veut dire que tout le monde peut avoir cette vitesse de connexion, bah, on pourra avoir une meilleure qualité d'image, que ce soit en termes de réception, de streaming, de VOD comme Netflix ou les services de diffusion de films, etc. sur Internet. Alors le MP4, pour finir, norme applicable au bas débit jusqu'à 2 mégas, permet entre autres de coder des objets vidéo et audio, donc comme les autres, le contenu 3D et inclut le DRM. Donc juste pour finir, avant de passer à la suite, en fait le MP4 il permet d'avoir une meilleure qualité, d'accord, mais avec minimum de taille. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous avez la même qualité qu'avec, on va dire, l'MPEG 2, mais il ne dépasse pas, enfin, on va dire, il est environ 2 mégabits par seconde, est largement suffisant. Donc, et si vous avez des récepteurs numériques, allez-y, recherchez, si vous voyez, que ce soit sur la façade du récepteur ou bien dans la brochure ou la documentation ou le manuel du récepteur, vous verrez le terme MP4. Alors, en fait, c'est ça, ce qui veut dire qu'il est compatible avec un format qui permet d'avoir une meilleure qualité avec le minimum de débit. Okay. J'ai dit à la fin qu'il inclut le DRM. Le DRM, c'est juste un système de droit. Donc, en général, on peut inclure dans un fichier une information qui nous empêche de le copier, le graver ou l'utiliser sans avoir d'autorisation.
Voilà, donc ça, c'est un truc qui a été inclus. En général, c'est des entreprises comme Sony, etc., qui ont développé ça pour protéger les droits d'auteur. Donc voilà, le MP4, il a été pensé aussi dans ce sens. La partie 2 du MP4, donc visuel, est compatible avec la partie baseline du H263 et a connu du succès grâce à la mise en application DivX ainsi que dans les téléphones mobiles. La partie 10, appelée MP4 AVC, permet des gains d'un facteur 2 à 3 par rapport au MP2. Et a déjà été retenu comme le successeur de celui-ci pour la TV haute définition, la TV sur ADSL ou la TNT. Donc comme je disais, il est 2 à 3 fois plus puissant, on va dire, que le MPEG-2 qui était utilisé au départ pour la télé sur ADSL ou les TNT. Maintenant, il est remplacé par le MP4. Donc là, ça ne s'est pas fait cette année, c'est plusieurs années. Voilà. Donc ça, c'est juste pour avoir une culture générale. Maintenant, c'est pas obligé de maîtriser ça. Plus on veut aller plus loin, plus il faut connaître ce genre de choses. Mais si vous voulez juste rester sur les bases, vous pouvez ne pas vraiment retenir ça, mais il vaut mieux avoir une culture générale que l'inverse, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est un résumé. Donc on a plusieurs formats, le VCD MPEG 1, le DVD ou le DVB. Alors le DVB c'est le Digital Video Broadcast et le DVD c'est le Digital Video Disc. Donc ici on a le MPEG 2 et le DVB S2, ce terme-là que vous verrez aussi sur les récepteurs numériques HD dernière génération. Donc en fait il est compatible avec le MPEG 2. C'est pour ça qu'on peut recevoir des chaînes qui ne sont pas Full HD, et il est compatible avec le MP4 qui permet du coup qui nous permet de voir des chaînes Full HD. Et c'est pour ça que les anciens récepteurs qui ne sont pas compatibles DVB S2 ne peuvent pas afficher de films ou de chaînes HD, parce que les films HD sont compressés en MP4 qui n'arrivent pas à décoder. Mais les nouveaux récepteurs le peuvent. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des formats de compression, etc., ces formats-là, on les utilise tout le temps avec vos iPhones, vos téléphones, les caméras DSLR comme la 5D, etc. Donc, normalement, il faut savoir ce qu'on utilise, avec quoi on travaille. Mais sinon, on va passer maintenant à autre chose. Alors, juste pour les formats vidéo, alors il y a beaucoup de formats vidéo. Là, je parle des 3 les plus connus. Donc, il y a le PAL qui est utilisé en Europe, et en Afrique du Nord. Il y a le NTSC qui est utilisé aux États-Unis principalement, je pense au Japon aussi, je crois. Et le HD, qu'on connaît tous. Donc là, j'ai montré un petit peu ici, là on voit tout simplement le format PAL, son équivalent en HD. D'accord? Vous voyez là par exemple, c'est pas le PAL, c'est pas ça qui, c'est pas qu'il est écrasé, je veux dire, c'est juste que, hop, on a plus d'images. Ok? Et bien sûr, les résolutions changent, parce que le PAL à l'époque, c'était pas en HD, c'est du 720-576. Donc il y a le 4 tiers et le 16 neuvième. On peut recevoir des chaînes PAL qui ne sont pas HD en 16 neuvième. Tout ça pour dire que le 16 neuvième ne veut pas dire que le film il est en HD. Okay. Le 16 neuvième, ça existait depuis bien longtemps. On peut recevoir toujours des chaînes qui ne sont pas HD en 16 neuvième. Okay. Donc là, c'est plus question de format de pixels. Donc je vous laisse peut-être aller plus loin. En général, en vidéo, on peut indiquer que le format de pixels est différent. D'accord? Et le NTSC, c'est pareil, donc il y a le 4 tiers, le 16 neuvième, on appelle ça le 4 tiers, 16 neuvième. Vous remarquez ici, il y a 1 sur 33, et là c'est 1,77, 1,85, il y en a d'autres. Donc le 16 neuvième, c'est vraiment un terme générique. Hein. Normalement, ça peut être beaucoup plus précis. Et le format HD, dans 1920 pardon, sur 1080, ou bien le 720, c'est-à-dire le 1280 sur 720. Voilà, ça c'est les deux formats. Le Full HD, c'est ça. Maintenant, il y a le 4K. 4K, c'est presque 4000 sur 4000 ou sur un peu moins. Donc, en général, c'est le 3900 et quelques, etc. sur 3600, 3200 selon les écrans. Donc, 4K, c'est presque 4 fois la HD. Okay. Il y a aussi d'autres formats cinéma maintenant. Donc, ça, c'est les formats qui sont utilisés surtout pour la télé. Mais il y a aussi d'autres formats cinéma qui sont en 24 ou 25 images secondes. D'accord? Donc là, le PAL, il est en 25, le NTSC est en 30, et le format cinéma, en général, il est en 24 images secondes, pour être précis. Alors, il y a les formats, à la place du PAL, NTSC ou HD, il y a des formats CinemaScope, IMAX, et le HRF, c'est un nouveau format à 48 images par seconde, utilisé pour le film The Hobbit, ou Le Hobbit, en 2012. Donc, le film The Hobbit, il est sorti en 48 images par seconde.
Voilà, donc c'était, à l'époque, on parlait de révolution. Alors maintenant, c'est pas très utilisé. Rares sont les salles de cinéma qui l'utilisent. Il y en a à Paris, dans les grandes villes, mais surtout en Europe et aux États-Unis. Donc c'est presque le double du format classique, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de fluidité. Il y en a qui ont apprécié, il y en a qui l'ont pas apprécié, mais en tout cas, on ne sait pas encore si ça va remplacer le 24 images par seconde ou pas. Ok. Et là, j'ai mis une image qui parle un petit peu. Donc là, c'est le 16 neuvième de A77, l'équivalent en 4 tiers, 1,33. Ça, c'est le 1,85, c'est ce format-là. Et ça, c'est le cinémascope qu'on voit ici. Donc, c'est le 2,35. Donc, si vous voyez des films avec des grandes bandes noires, d'accord, ça, c'est les bandes noires que l'écran ajoute pour ne pas étirer l'image. Donc, ici, et comme il n'y a pas d'image, ben, c'est la couleur noire de l'écran. Là, on a un peu. Là, on a de l'autre côté. Et bien sûr, le 1,77, en général, il remplit tout l'écran. D'accord? Ça va beaucoup plus loin, mais bon, on reste juste sur les bases. Je vous encourage à aller chercher un petit peu si vous voulez connaître l'historique de chaque format, parce que c'est juste des industries, des entreprises, où chaque entreprise a essayé d'imposer un format différent, tout simplement. Et maintenant, on a hérité de tous ces formats, mais je pense qu'à fur et à mesure qu'on avance, les formats vont commencer à se réduire pour avoir que quelques-uns. Maintenant, d'ailleurs, le PAL va disparaître. Maintenant, on aura, les prochaines années, on aura surtout le HD, voire la 4K, qui est un format fixe, d'accord, et c'est en 16 neuvième tout le temps, etc., quoi. Ok. Autre chose qui caractérise la vidéo, c'est l'entrelacement. D'accord. Donc une vidéo sur une télé, quand on reçoit par exemple la chaîne nationale ou des chaînes comme France 2, France 3 sur le récepteur ou la TNT, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous faites pause ou si l'image se bloque ou freeze à un moment, vous allez remarquer qu'il y a des traits comme ça, et on a l'impression qu'il y a deux images qui se superposent. Et en fait, c'est vrai, c'est deux images en une seule. Là, on le voit ici. On appelle ça un effet dents de scie. D'accord? Donc ça, c'est juste une contrainte technologique, on va dire. C'est à cause de l'électricité qui est à 50 Hz en Europe et 60 Hz aux États-Unis. Donc ça permet d'avoir, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, vu qu'on est limité à la fréquence d'électricité, que chaque boucle envoie une image, ben, ça permet de superposer pour donner une impression de fluidité. Alors, sinon, on a le progressif ou bien le désentrelacé qui mélange les deux images, ça donne un effet flou. Donc on voit ici une image un petit peu floue. Alors on peut passer de ça à ça sur un logiciel comme Adobe Premiere, After Effects, etc. et qui permet d'avoir ça. Mais de toute façon, il faut comprendre que si le fait de diffuser sur une antenne, une chaîne télé qui diffuse sur une antenne classique, bah, ça sera comme ça, parce que de toute façon, elle est basée sur l'électricité. Maintenant, avec le numérique, bon, ça change un peu. Mais en tout cas, juste si vous avez eu ça, bah, c'est normal. Mais on peut le résoudre. Si vous avez filmé avec une caméra qui vous donne cet effet, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Et ça permet d'avoir une image un petit peu plus floue. Alors dans les films tournés avec des caméras ou des caméscopes, c'est-à-dire des caméras avec pellicule, on n'a pas ce problème. Ça, c'est surtout des caméras télé ou des caméscopes télé, pour la télé, pour numérique, etc. Il y a certaines caméras où on peut activer l'effet progressif où il va forcer le mélange des deux images. D'accord? Mais voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'entrelacement. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller chercher un petit peu plus loin sur des sites spécialisés pour avoir une meilleure idée. Sinon, ce n'est pas essentiel, mais il faut juste connaître. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu l'introduction des bases, on va voir un petit peu les étapes d'un montage. Alors, j'ai essayé d'organiser ça juste pour les novices. Hein, il y a beaucoup de logique dedans. On peut même dire oui, c'est normal qu'on fasse ça après cette étape, mais dans l'objectif de simplifier, on va dire, cette partie. On va dire que peut-être que la première partie, elle était un petit peu difficile. Donc là, on va juste mettre les points sur les i. Alors, pour les étapes, je les ai divisées en 7. Alors, la première étape, c'est numériser ce qu'on a filmé, le copier sur un disque dur ou faire des rendus 3D pour ceux qui travaillent dans le cinéma d'animation. Donc, numériser, c'est tout simplement prendre des pellicules et les transformer en fichiers numériques. Donc il y a des machines qui permettent de faire ça. La deuxième étape, c'est de choisir et organiser les vidéos qui vont être utilisées.
construire notre séquence avec les morceaux de vidéo et son choisi, ajouter les transitions ou les effets, combiner plusieurs vidéos sur plusieurs pistes, d'accord, créer les titres ou les graphiques et les ajouter dans la séquence, mixer le son pour avoir le niveau adéquat, donc si le son est trop bas, etc. Et enfin exporter. Alors parfois on exporte pas avec le son final pour l'envoyer au département son ou à l'ingénieur son ou celui qui va faire le montage ou le mixage son pour qu'il exporte le son nickel et après on mixe les deux vidéos. Donc cette dernière étape, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, on exporte à la fin, que ce soit pour Internet, pour la télé, pour le DVD, etc. Donc ça, c'est les 7 étapes. C'est pas un numéro fixe, hein, c'est pas 7 étapes tout le temps, mais en gros, juste pour simplifier, alors, pour donner, on va dire, une idée générale. Maintenant, on va passer au logiciel Adobe Premiere, parce que moi j'utilise souvent, donc je vais essayer de vous donner quand même les atouts. Donc, le logiciel permet de faire des montages de plusieurs heures. Donc on peut faire un montage d'1 heure, de 2 heures, un film de 2 heures, 3 heures, bien sûr. Existe sur Windows et macOS. Il utilise la mémoire RAM illimitée, parce qu'il y a la version 64 bits qui permet d'utiliser au-delà de 4 Go de RAM. Donc on peut avoir 12 Go, 32, ce qu'on veut, il va l'utiliser, tant mieux, parce que la HD demande beaucoup de ressources, et quand on arrivera au 4K, montage 4K, et ben ça demandera encore plus. Il utilise le processeur de la carte graphique pour des rendus plus rapides. Donc avant, on pouvait utiliser que le processeur, par exemple Intel ou AMD de la machine. Maintenant, on peut utiliser aussi les processeurs des cartes graphiques. Donc, ce qui est extraordinaire, parce que maintenant les cartes graphiques sont de plus en plus puissantes et on peut l'utiliser pour aller encore plus vite. L'interpolabilité avec Adobe After Effects, d'accord, le logiciel de compositing, ou Adobe Audition qui permet de faire le mixage son. Vous avez remarqué que c'est des logiciels d'Adobe, donc il y a une interpolabilité avec le logiciel Adobe. Sur les dernières versions, depuis maintenant le CS5.5, on utilise ce qu'on appelle le Mercury Engine, donc qui permet de lire les transitions et effets en temps réel. Avant, on appliquait un effet et après il fallait calculer pour lire l'effet. C'était pas instantané. Maintenant, c'est le cas. Donc ceux qui n'ont pas connu la version d'avant, franchement, c'est extraordinaire. C'était une révolution, parce qu'on pouvait facilement tester des transitions ou des effets en temps réel et changer d'avis en temps réel. Avant, il fallait passer un minimum de temps entre le rendu ou le calcul de chaque effet avant de voir ce que ça donne, le résultat. Et bien sûr, compatibilité avec le maximum de codecs et formats vidéo de l'industrie. Voilà, donc ça c'est un petit peu aussi un atout très très important qui en fait caractérise les grands logiciels de l'industrie du montage. Les choses à éviter que je dis souvent à mes étudiants ou à des gens qui veulent peut-être se lancer dans ce domaine. Alors, ne pas utiliser des vidéos directement d'une clé USB ou un disque dur externe type 2,5. Pourquoi? Parce que parfois, surtout avec la HD, la vitesse de l'USB n'est pas suffisante. Surtout si on travaille avec plusieurs vidéos qui sont lues directement du disque dur. Ok? Alors, USB, plus USB 2 que USB 3. Donc, comme vous voyez ici, là maintenant, on connaît de plus en plus le USB 3 qui est beaucoup plus rapide que l'USB 2. Okay. Mais franchement, il vaut mieux éviter de travailler avec l'USB. En général, on travaille avec des disques durs branchés en réseau, c'est l'idéal, ou bien branchés avec le FireWire. Donc voilà, ça c'est le plus intéressant. Maintenant, bon, l'USB 3, il faut essayer avec, il vient de sortir, on ne tourne pas beaucoup, mais plus on a de vidéos et plus il y a d'informations, plus il faut faire gaffe à la vitesse. Comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, le type de problème qu'on aura, c'est le disque dur qui va lâcher. Il va tomber en panne, donc on risque de tout perdre. Et c'est très très dangereux quand on travaille dans une boîte de tout perdre. Hein. Alors sinon, il faut privilégier les disques durs internes, SSD de préférence. D'accord? Ok, donc le SSD qui est beaucoup plus rapide que le disque dur normal ou ancienne génération. Alors, voire externe avec le FireWire ou USB 3. Comme ça, l'USB 3 avec le SSD, c'est une bonne combinaison. Comme quoi, même le disque dur peut créer un problème. Alors, vous allez dire, oui, mais depuis longtemps, on travaille avec des disques durs. Oui, mais si vous voyez les disques durs professionnels, ce n'est pas les disques durs qu'on a sur les petites machines. Donc un disque dur normal qu'on peut acheter n'importe où, c'est pas le même que ceux qui ont les grosses entreprises.
que ce soit en termes de vitesse, en termes de cache, etc. Le SSD permet d'outrepasser ces limites, donc autant en profiter. Et ici, donc j'ai mis une comparaison entre le SSD et le HDD, donc l'ancienne génération. Le HDD, c'est à peu près environ 3 Go par seconde, et le HDD, c'est seulement 260 en moyenne. Vous voyez la différence entre le SSD et le HDD, pardon. Et sinon, bien sûr, avoir plusieurs écrans. Donc ça coûte de l'argent. Donc plusieurs écrans, Full HD, tout ce que vous voulez. Mais voilà, pour être à l'aise, pour le montage, c'est ce qu'il faut. Donc là, j'ai essayé de vous montrer une espèce de configuration d'ordinateur avec les écrans qu'on utilise. Pour l'interface du logiciel, voilà, donc ça c'est l'interface du logiciel Adobe Premiere Pro C6. Maintenant, il y a le CC 2015. Sur les prochaines vidéos, je vais plus vous parler du logiciel dernière génération. Mais comme j'ai dit, c'est juste l'interface visuelle qui change principalement. Il y a certainement des changements techniques internes au logiciel, mais au niveau de l'interface, ça n'a pas vraiment changé. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le flat design maintenant, donc ils ont enlevé les effets arrondis ici, etc. Ça fait un peu plus à la mode, pas pour ne pas dire moderne, mais plus à la mode. Donc voilà, ça c'est l'interface du logiciel. On va voir ça sur une autre vidéo, comme ça je vais essayer de vous expliquer directement, parce que là la vidéo elle sera trop longue si on fait tout. Et voilà. Donc j'espère que vous avez compris les éléments de cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter. Je vous encourage à chercher plus loin. Donc là, je vous montre juste les bases, des choses que j'estime, en tout cas de ma part, qu'il faut connaître. Et ça va beaucoup plus loin, mais franchement, pas la peine d'aller trop loin dans les connaissances si ça va pas être votre métier principal. Là, ce cours, je le donne aux étudiants qui sont en cinéma d'animation 3D principalement et en filière d'infographie. C'est surtout pour pouvoir s'en sortir avec des montages de base. D'accord? On ne va pas aussi loin que pour les filières qui font des cours de montage et qui seront monteurs, on va dire, leur métier sera de faire les montages professionnels. Et eux, ils ont d'autres cours comme technologie de la vidéo où ils apprennent beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus poussée et avancée, les éléments ou les détails des vidéos, etc. Donc là, c'est juste une base. Il faut connaître, j'estime qu'il faut connaître. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou bien dans les commentaires sur notre chaîne YouTube si vous regardez cette vidéo depuis notre chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop compliqué. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à la prochaine.